Ça y est, c'est la dernière vidéo de préparation à ZBrush. Après cette vidéo, on aura des bases de Gaulois solides, des bases de Viking, et on pourra commencer à taper du sculpting et regarder les fonctionnalités de ZBrush plus en profondeur. Dans la vidéo qui précède celle-ci, on avait vu comment customiser l'interface. Et ben maintenant, on va voir en fait en détail chaque élément qu'on a rajouté dans cette interface custom. Et là, on aura un joli landscape de ZBrush. Toujours la même rengaine, on va fermer la lightbox. On ramène une primitive 3D, on appuie sur Edit. Et ensuite on va commencer à taper tous les éléments qu'on a rajoutés dans la barre en bas sur lui. Mais d'abord, on convertit en Polymesh 3D, on va dans Géométrie. Et on subdivise notre modèle. Alors, jusqu'à 2 millions. Voilà, c'est bien. Donc on va partir de la gauche vers la droite. Pour l'instant c'est tout simple, c'est simplement les brushes. Donc on a la possibilité de pouvoir les changer comme on veut. Là on va juste simplement les regarder. Donc par exemple pour le clay, ça va poser de la matière. Ça devient un classique ça. Enfin maintenant tu commences à connaître. Si tu restes appuyé sur Alt, tu vas enlever de la matière. Donc ça correspond à ce que tu as en haut. Le Z+, et le Z-. L'intensité, donc pareil, si tu augmentes l'intensité Z, ça rajoutera plus de matière ou ça en enlèvera un peu plus. Z-, Z+. Donc ça c'est avec Alt si tu veux le faire avec ton raccourci clavier. Ensuite la standard brush. Donc c'est un petit peu comme la clay sauf que ça va être plus fin au niveau de la définition. Un peu comme un espèce de petit serpentin, je sais pas trop comment l'appeler, mais on aura la possibilité de faire un tracé plus droit, plus fin plutôt, je dirais. Le clay tube fonctionne avec un alpha, donc c'est exactement comme une standard brush, sauf que l'alpha, lui, il est carré. Donc ça permet de rajouter des tubes. D'où clay tube. Le trim dynamique, qui nous permet d'arrondir des angles, de les polir, d'aplatir certaines surfaces si on en a besoin. Là par exemple je suis en train de te le faire sur le standard et sur le clay tube. Comme ça. Ensuite l'outil move, ça permet de move. Tu étires un peu comme de la pâte à modeler. Le pinch, ça fonctionne de cette façon là. Quand tu vas avoir deux éléments qui sont côte à côte, par exemple là on va faire deux traits avec la standard brush. Quand on prend le pinch, ça va pincer en fait les deux éléments. Donc on règle un petit peu la valeur de Z. On peut le faire aussi avec la barre espace. Et là, on pince, on rapproche les deux éléments qu'on a dessinés auparavant. Le layer, ça va rajouter simplement une seule couche avec une hauteur prédéterminée. Donc la hauteur prédéterminée, ce sera justement la valeur de Z, Z intensity. Toujours avec Alt, on creuse. Lorsqu'on appuie sur Shift, on a la possibilité de pouvoir smooth ce qu'on a sculpté au préalable. Donc ensuite, on va juste revenir un petit coup en arrière. Je vais vous montrer c'est comment ça fonctionne le face arrière. Le bouton juste en dessous de trim dynamique. Donc ça, pour ça, on va un peu manipuler notre modèle. Donc on a dessiné, déplacé. Donc pour l'outil déplacer, on a un gizmo. Pour déplacer son objet, on appuie sur le coin du gizmo. Alors ça, c'est simplement les undo que j'ai fait les CTRL Z. Pour tourner l'objet, on utilise le disque blanc. Et les carrés, là, sur les côtés, ça va être les angles sur lesquels on va scale l'objet. Donc ça, c'est un gizmo général qui prend en compte en fait la rotation, le scale. On a la possibilité de désactiver ce gizmo-là qui prend tout en compte. C'est ici. On décoche ce petit carré. Et là maintenant on a un autre type de gizmo, donc ça il faut dessiner sur le modèle. Le point de départ ça va être l'origine de la transformation. Les cercles jaunes à l'extérieur permettent de déplacer le gizmo en lui-même et le cercle intérieur permet de déplacer l'objet en fonction du gizmo qu'on a tracé. On abordera ça plus en détail quand on fera du sculpt en mode serious business. C'est pas du tout comme le gizmo qu'on a vu tout à l'heure, celui-là pour le coup on est obligé de choisir ce qu'on va utiliser comme transformation. Par exemple là, j'ai changé en rotation. Et on voit que le point d'origine de la rotation, c'est le début de mon tracé. On le réactive, donc ça c'est le gizmo qui prend tout en compte. Et là l'objectif c'était d'aplatir le modèle
pour pouvoir vous montrer comment ça fonctionne le face-arrière. Donc là, si je dessine directement sur le modèle maintenant et que c'est très fin, ça va déformer derrière. Parce que la broche en fait elle est trop large et elle va prendre en compte en fait ce qu'il y a derrière. Donc pour éviter ça, on coche face-arrière. Donc on a aussi en dessous la glissière pour le pourcentage. Et là quand on dessine, ça va masquer automatiquement en fait la face derrière. Cet outil qu'on a rajouté, on le retrouve dans la palette des brosses. Et c'est dans masquage automatique. Et là on voit face arrière. Donc on va fermer ça. Et on va s'attaquer à la deuxième colonne, celle du Lazy Mouse. Donc le Lazy Mouse, c'est un outil qui nous permet de nous aider à dessiner. Donc le pas lazy, ça va être l'espacement entre chaque point. Donc en barre espace, on va mettre l'intensité Z au maximum. On va lui donner une taille un peu conséquente. Et on va diminuer le pas lazy. Plus on le rapproche de 0, plus les points vont être rapprochés. Donc on va avoir un trait uniforme. Si on augmente l'intensité du pas lazy, on va se retrouver avec une série de points qui sera beaucoup plus espacée. Donc c'est le pas, oui, le pas entre chaque point. Je ne sais pas si c'est français. L'espacement entre chaque point. Donc par exemple, si on va chercher une alpha, ça peut être très pratique dans ce genre de cas. Imaginez par exemple qu'on est en train de poser des coutures ou un motif sur notre objet. Avec le pas lazy, on va pouvoir déterminer en fait l'espacement. Alors là, j'ai beaucoup d'intensité Z. On va faire un petit CTRL Z. Hop. Barre espace pour les options de ma brush. Hop. Et voilà. On aurait pu mettre un petit peu plus de... Ah tiens, derrière, j'ai ce que j'avais creusé avec le face arrière. CTRL Z. On décoche le face arrière à nouveau. Et ensuite dans le Lazy Mouse, on a le rayon Lazy. Donc ça c'est un outil en fait qui va créer une espèce de petite barre rouge. Je ne sais pas si vous la voyez là quand je suis en train de tracer, on va augmenter. Donc ça c'est un guide en fait pour vous aider à tracer. Ça permet en fait d'anticiper un petit peu le mouvement et vous n'êtes pas tout de suite dans le mouvement. Pour tracer des traits droits, des angles, ce genre de choses, c'est très pratique. Ensuite, on a le lissage, lazy. Donc ça, c'est la façon dont ça va lisser la courbe que vous êtes en train de tracer avec le guide. Par exemple, alors on va descendre le pas lazy pour avoir un trait uniforme. Là, si je fais un tracé comme ça en courbe et que j'augmente le lissage, je vais avoir un tracé plus homogène, plus lissé. L'accroche lazy, c'est un peu compliqué à expliquer comment je peux... Ah tiens, on n'avait pas activé le backface, le face arrière. Alors, CTRL Z, on va le faire avec un exemple tout bête, c'est je trace une ligne. Donc là, mon accroche lazy est au maximum. Donc quand je reprends mon tracé, il le repart de base. On va le faire avec deux lignes parallèles pour que vous compreniez. Là, si je vire le tracé lazy, enfin l'accroche pardon, je repars à ce niveau-là, je vais avoir un espacement. L'accroche, ça permet de revenir à mon point de départ là où j'ai lâché mon tracé. En fait, la souris vient se caler automatiquement à l'endroit où on a lâché le tracé la dernière fois. Maintenant, on va s'attaquer au mode courbe. Donc on va pas apprendre tout de suite à créer des insert mesh, on va aller en chercher une. Donc on va prendre IMG Curve, IMM Curve, pardon. Et ensuite on voit en haut, on a des choix. On va prendre par exemple la troisième, cette espèce de chaîne avec deux entrées, ça fera un bon exemple. Alors la chose à savoir, c'est la création d'insert mesh ne fonctionne pas avec un niveau de subdivision. Là par exemple, même si je me mets sur un niveau de subdivision 1, ça ne marchera pas, sur le 7 non plus. Ce qu'il faut faire, c'est soit supprimer l'intégralité de ces niveaux de subdivision, ou alors de cliquer sur ce bouton, qui s'appelle verrouiller les niveaux de subdivision. Et là on trace. Donc là maintenant j'ai une courbe avec un insert mesh dedans. Le souci c'est que ce qu'on voit c'est que c'est tout petit. C'est simplement parce que la taille de l'insert mesh est déterminée en fait par la taille de ma brosse. Donc là par exemple si je prends une taille beaucoup plus grande et que je trace, voilà. Là on se retrouve avec une taille à peu près conséquente. On voit bien les objets. On a une fin, une entrée. On peut manipuler la courbe en sélectionnant chacun de ces segments et en cliquant et en restant appuyé. Ensuite le pas de courbe, ça va déterminer l'espacement entre chaque insert mesh. Donc là par exemple
On revient en arrière. On le voit bien, hein, l'espacement. Je descends. Là, je suis en dessous de 0. Je clique, je mets 1, entrée. Là, je vais être sur la taille de base. Ensuite, verrouiller le début. Ça, c'est vous placez le début de votre courbe. Vous cochez verrouiller le début. Et ensuite, maintenant, quand on va déplacer notre courbe en sélectionnant le segment, on voit que la position du premier est verrouillée. Pour continuer une courbe, on se place à la fin de celle-ci. Dès qu'on a le trait rouge, on peut continuer à tirer en fait la courbe. Ensuite, on va sélectionner par exemple le dernier point, la fin de la courbe. On va le verrouiller aussi. Et là, on va manipuler simplement. On remarquera qu'un masque a été posé automatiquement sur notre objet. Pour désélectionner un masque, on fait un carré à l'extérieur en restant appuyé sur CTRL. On désactive verrouiller les niveaux de subdivision pour revenir, enfin pour déverrouiller et rétablir les niveaux de subdivision qu'on avait précédemment. Et là maintenant on va patienter parce que le remapping en haute résolution des détails et de tous les niveaux de subdiv, c'est un process un petit peu long. Après ça dépendra de vos machines. Donc pour ce faire, afin de patienter en toute plénitude, je vous mets une musique d'ascenseur. Et voilà. Encore une fois, on voit qu'un masque a été posé automatiquement. Pour virer un masque, on fait un carré en restant appuyé sur CTRL à l'extérieur du modèle. Alors c'est vrai qu'on n'a toujours pas abordé le système des masques. Un masque, c'est simplement quand on appuie sur CTRL, on va masquer des parties du modèle. CTRL Z pour revenir en arrière, et là je vous montre comment inverser un masque. On appuie sur CTRL à l'extérieur, donc on fait un carré, on le désélectionne, CTRL Z, on clique une fois à l'extérieur, ça inverse le masque. Le système des masques, c'est quelque chose qu'on abordera lorsqu'on fera du sculpt. Donc là, la seule chose à retenir, c'est vous faites un carré à l'extérieur, vous restez appuyé sur CTRL, ça vire le masque. On continue toujours vers la droite. Après le mode courbe, on va s'attaquer au morph. Donc pour ça, on va aller dans Préférences, Initialisation de ZBrush. On remet ZBrush à 0. Et là maintenant, comme d'habitude, on va glisser une primitive 3D. On passe en mode Edit. On voit bien qu'on a le carré blanc tout autour. On le transforme en Polymesh 3D. On va dans Géométrie. On subdivise. À peu près 2 millions de polygones. Et là maintenant, tiens, on va s'amuser un petit peu avec le lazy mouse qu'on a vu tout à l'heure. Pour tracer un trait bien droit, j'ai augmenté le rayon lazy, j'ai baissé le pas lazy pour que ce soit un trait uniforme. Et maintenant, je vais mémoriser. Donc c'est juste en dessous de morph, mémoriser. Donc on mémorise en fait le morph target. Ce qui se passe, c'est que ça a mémorisé en fait la géométrie à un instant T, donc l'instant où on a appuyé sur le bouton. Et là maintenant, si je dessine par-dessus et que je sélectionne la brush morph, quand je vais peindre dessus, je vais revenir en fait à cet instant T. C'est très similaire par exemple au pinceau d'historique sur Photoshop. Maintenant, on va s'attaquer au Dynamesh et au Z-Remesh. Donc pour ça, on réinitialise ZBrush à nouveau. Pour la millième fois, on réitère le même processus, on va chercher une primitive. Donc là par exemple un plan 3D, on clique sur Edit. Ça c'est simplement pour vous montrer le double sided, donc juste en dessous. Et ça c'est pour inverser l'apparence. Donc ça c'est ce qu'on peut voir souvent dans des jeux vidéo. Par exemple là si je le transforme en Polymesh 3D, on voit qu'il n'a plus qu'une seule face à nouveau. L'effet double face en fait il est géré la plupart du temps dans le moteur de jeu. Quand on fait un asset par exemple pour du jeu vidéo. Donc là maintenant on a subdivisé notre modèle, mais on va chercher un cube. Ce sera mieux. Tiens, même une sphère c'est mieux. Ça permettra d'expliquer plus facilement le Dynamesh. Donc on le transforme en Polymesh comme d'hab, et ce coup-ci on va pas le subdiviser. On va cliquer sur Dynamesh directement. Donc je vous affiche les frames sur le côté. Et si on compare après le Dynamesh, on voit que la géométrie est devenue radicalement différente.
Donc en fait, ce qui se passe, c'est que quand on déforme un modèle, on va déplacer les vertices de ce modèle en question. Donc par exemple, si j'étire un peu mon modèle et que je commence à le gonfler, à le gonfler, à le gonfler, tiens, on va bosser un petit peu, hop, le lazy mouse. Maintenant tu sais ce que c'est, voilà. Quand je tire mon modèle, forcément, au bout d'un moment, en fait, je vais arriver à ma limite de géométrie. Parce qu'il ne recrée pas de géométrie. Le modèle ne recrée pas de géométrie supplémentaire. Je suis simplement en fait en train d'étirer mes polygones petit à petit quand je le déforme. Là, on le voit bien. Et en gros, pour transformer avec le Dynamesh, il suffit simplement de rester appuyé sur CTRL, comme si on voulait annuler la sélection d'un masque. Et on fait un carré en restant appuyé sur CTRL, et là, il a recréé la géométrie. Donc ça nous permet par exemple de sculpter sans limite de géo. On sculpte, on sculpte, on sculpte, on voit qu'il y a des éléments où on manque un peu de définition et de géométrie. On fait un contrôle carré à l'extérieur du modèle, ça redéfinit la géométrie. Là par exemple, je prends un Magnify, on va exagérer le truc, on voit que là les carrés, ils sont très denses d'un côté et plus je vais le gonfler, plus ils vont s'espacer les uns des autres. Donc forcément, j'aurai pas la même géométrie. J'aurai une géométrie moins dense d'un côté et une géométrie plus dense de l'autre. Donc on fait un carré à l'extérieur, on a recréé la géométrie sur tout le modèle. Donc c'est l'avantage du Dynamesh. Donc, sur le côté droit, on peut changer sa résolution aussi, on va pouvoir déterminer la résolution du Dynamesh. Et maintenant on va regarder, c'est le Z Remesh. Alors le Z Remesh, donc pareil, hein, on va étirer, étirer, étirer. Donc là, on va décocher le Dynamesh maintenant. Et on va cliquer sur Z Remesh. Donc pareil, on peut sélectionner l'intensité du nombre de polygones, en gros la résolution à laquelle on va Z Remesh, et on clique sur Z Remesh et ça va recréer la géométrie du modèle. Donc c'est un petit peu différent du Dynamesh, dans le sens où le Dynamesh il va recréer la géométrie d'une façon dynamique à chaque fois qu'on fait un masque avec K en faisant un carré à l'extérieur du modèle. Et le Z Remesh, c'est juste on reconstruit la géométrie une seule fois. On voit que c'est pas la même précision. Après ça dépend aussi de la résolution qu'on pose dessus bien sûr. On utilise Shift pour effectuer un smooth sur le modèle. Maintenant on va voir l'outil supprimer caché. Donc on reste appuyé sur CTRL et Shift en même temps, on fait une sélection. Pour annuler cette sélection, on reste appuyé sur CTRL Shift et on clique une fois à l'extérieur. Et sinon, donc on refait notre sélection, CTRL Shift, on fait un carré à l'extérieur pour inverser la sélection. Donc ce qui est caché là, ce qu'on ne voit pas, ça existe encore, on a la possibilité de le supprimer avec supprimer caché. Donc maintenant si je fais CTRL Shift et que je clique à l'extérieur, il ne se passe rien. Et ensuite on peut utiliser fermer trou pour fermer le trou. Merci Captain Obvious. On va faire un petit récapitulatif. Où est-ce qu'on trouve tous ces éléments qu'on a rajoutés dans notre custom UI. Donc par exemple le lazy mouse, on le retrouve dans tracé, juste ici, lazy mouse. Le mode courbe, on le retrouve aussi dans tracé, juste en dessous. Ensuite le morph, ça c'est une brush. Le Dynamesh, on le retrouve dans géométrie. Donc il est où? Il est où? Ah, il est là. Dynamesh. Z Remesh, pareil. Supprimer caché, on le retrouve dans modification de topologie. Maintenant on va voir le tools extraire doc avec le flou radial. Donc extraire doc, là pour le coup on va prendre un autre polymesh. On va prendre un plan, donc un plan 3D qu'on n'oublie pas de transformer en polymesh 3D. On va le subdiviser.
sans le lissage ce coup-ci, pour pas arrondir les bords. Et là on va tracer un petit truc. Alors, on va faire la tête à Toto. Une fois qu'on a dessiné notre objet de destruction massive, on clique sur extraire doc et ce qu'on voit c'est que ça a été créé en alpha maintenant. Donc pareil, on verra les alphas un peu plus en profondeur. On avait déjà vu comment déposer en drag and rec. Et là ce qu'on voit c'est qu'on peut utiliser quelque chose qu'on a sculpté pour ensuite le déposer à nouveau comme un patchwork. Le radial fade, on l'avait vu précédemment aussi. Ça nous permet simplement en fait d'estomper les contours. Donc là par exemple je dépose, on voit qu'on a cette espèce de répétition. Si j'augmente le radial fade, cette répétition sera moins conséquente à l'extérieur. Donc on aura par exemple la possibilité avec Shift de faire disparaître les petits détails dont on n'a pas besoin. Ensuite, sur la droite, copie horizontale et copie verticale, c'est combien de fois on va copier cet alpha. Donc ça aussi on l'avait vu un petit peu précédemment. De toute façon après on bossera de façon efficiente dessus. Là c'est encore une présentation. Après celle-là on va commencer à passer au sculpte. Après cet épisode là on passera aux choses sérieuses. Ensuite le decimate. Alors je vais vous afficher la géométrie. Et on va poser par exemple notre petit bonhomme là. Notre Strobo. Comme ça on va bien voir à quoi ça correspond. Et là on choisit le pourcentage. Donc plus le pourcentage est faible, en fait plus la réduction de géométrie va être importante. On clique sur pré-process. Donc là il va pré-calculer. Et là pour le coup c'est encore un truc qui va mettre un certain temps selon la géométrie que tu as. Par exemple là on est sur du 4 millions de polygones, ça va mettre un petit peu de temps. Et du coup je te fais un comique de répétition. Voilà. Alors maintenant on va cliquer sur Decimate Current Tools. Et ce qu'on voit c'est qu'il va réduire la géométrie en fait dans les endroits où il n'en a pas le besoin. On peut pré-process à nouveau. On le decimate encore et on descend comme ça progressivement la géométrie. Donc ça c'est un outil, c'est pour optimiser certains objets. On le verra aussi plus tard, c'est par exemple quand on fait des bakings, ce genre de choses. Ensuite, import, c'est pour importer un modèle 3D déjà existant. La plupart du temps FBX, là c'est pour du FBX, et export c'est pour le sortir. Et le dernier tools, le spotlight. Alors le spotlight ça fonctionne avec des textures. Donc pour pouvoir activer le spotlight, on va revenir en arrière déjà pour avoir un plan un peu propre. On va se mettre à 2 millions de polygones. On a des textures ici qui sont déjà préchargées. On peut aller en chercher dans la lightbox ou des textures qu'on aurait fait au préalable. Et la lightbox ça va être un tool où quand on double-clique sur la texture, on la rajoute à l'intérieur du pass en texture, on va virer l'alpha, on va se mettre en mode dot. Et là maintenant, si on clique sur activer spotlight, il va rien se passer. Donc il faut qu'on appuie d'abord sur ajouter la texture courante. Cette espèce de sphère qu'on voit avec tous les tools, ça aussi on le verra quand on l'utilisera. C'est simplement des réglages d'image un peu comme un Photoshop. On peut changer l'opacité, ce genre de choses. Le spotlight, c'est un tool en fait qui va se servir d'une texture et avec la technologie du pixel, il va creuser le modèle ou le texturer. Donc là par exemple j'ai Z+ qui est activé en haut, je vais rajouter de la matière. Pour peindre uniquement de la couleur, on sélectionne RVB, on décoche le Z+ pour pas rajouter de géométrie. Et on voit que là quand on change le matériau se change en direct. Si on veut pouvoir peindre du matériau et de la couleur en MRVB,
il va falloir qu'on peigne notre objet avec une couleur complète. Couleur, remplir objet. Maintenant qu'il est rempli par exemple avec ce matériau rouge, si je prends un matériau blanc et que je peins en matériau plus RVB, il va peindre la couleur et le matériau. Avec de la géométrie si j'active Z+. Le RVB Intensity, ça va être simplement l'intensité de la couleur qui va être posée. Donc par exemple, si je me mets avec le même matériau, je mets une intensité plus faible, on voit que c'est légèrement estompé. Après le sculpting, on aura un cours spécial juste pour le texturing en utilisant le spotlight. Et pour le désactiver, on clique simplement sur On/Off. Bah voilà, c'est fini. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça t'aura plu. Alors je sais pas si tu te souviens, mais dans l'épisode précédent, je t'avais dit que je te lâchais pas tout de suite l'UI. Là pour le coup, tu la retrouveras en téléchargement en lien dans la description. N'hésite pas à follow, à mettre un petit pouce, à venir me voir sur Twitch ou à mater une vidéo Utip. Et sur ce, je te dis à la prochaine!